Et bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième émission de Parlons peu, parlons grimpe. On va résumer avec vous cette semaine l'étape de Coupe du Monde à Berne et regardez, je vous montre un peu en avant-première le duel tant attendu entre Mejdi Schalk et Sorato Enraku. Qui du français ou du japonais l'a emporté? On va voir ça dans quelques secondes, mais je ne vous tease pas trop puisque d'abord je dois vous présenter notre invité aujourd'hui, invité exceptionnel avec Max Berton. Max Berton, champion de difficulté, champion de France de diff en titre, champion de France de bloc en titre, et avec déjà un podium en Coupe du Monde, si je ne dis pas de bêtises. Max, comment ça va? Tout à fait. Bonjour à tous, ça va très bien. Content d'être avec vous aujourd'hui pour cette analyse. Ouais, super. Et justement, eh bien, samedi, pendant la Coupe du Monde de Berne, alors tu n'étais pas là, tu nous expliqueras un petit peu plus tard pourquoi tu as choisi de faire l'impasse sur cette étape, et tu étais dans le post commentaire avec Mathieu Dutray, ici présent. Comment ça va, Mathieu? Eh ben ça va bien. Bonjour Miguel, bonjour Max. Plaisir de te retrouver une deuxième fois dans le week-end après cette petite cabine de commentateurs chez Eurosport samedi pour la finale des femmes. Bon, comment ça s'est passé cette première expérience je crois que c'était ta première expérience commentateur, c'est ça? Tout à fait, ouais, ça s'est super bien passé. Et pas trop C'était une terrifiant, Mathieu? un petit peu. Il met la pression un peu. Euh, non, c'était une belle expérience et j'ai hâte d'en refaire une. Ouais, ok. On imagine que t'as un peu plus hâte de refaire des compètes d'abord. Ouais, quand même. Ouais, du coup, t'étais pas là à Berne, donc t'avais fait la première étape de bloc à Ketchao. Ça s'était plutôt pas trop mal passé non plus. T'étais en demi-finale, si je dis pas de bêtises. Euh, Ouais, j'étais en demi-finale. J'ai fait un petit top 10. Les sensations que j'avais en demi-finale, c'était pas du tout celles recherchées. Je me sentais vraiment pas bien à ce moment-là. Je sais pas si c'est le jet lag ou si juste j'étais un peu fatigué. Mais donc voilà, top 10 avec des sensations comme ça, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner par la ouais. suite. Voilà, du coup, t'avais envie de te reposer un petit peu, reprendre le temps de te Ouais. préparer, tout ça. Ok. Surtout parce que j'avais fait la diff la semaine d'après Oui, et du coup t'as je aussi fait rentrais un peu Woodjong. plus tard et du coup j'ai décidé de sauter Berne pour couper, pour prendre un temps de repos et pour pouvoir enchaîner Madrid et Prague. Ok, donc C'est normalement, prévu comme ça, Max, que tu enchaînes la saison en faisant et le bloc et la diff sur les différentes étapes? Ah bah oui, c'était prévu comme ça. Je me suis qualifié cette année en bloc pour justement faire ça, pour Ok. l'année d'avant des JO, pour voir si ça pouvait le faire, si je pouvais faire les deux, quoi. ok, super. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est que tu nous en parleras un peu plus tard. On prendra un temps avec toi à la fin de l'émission pour voilà, te poser deux trois questions sur ton actualité. En attendant, on va d'abord partir un petit peu sur le résumé des finales. Alors, juste avant ça, je vous montre le calendrier de la saison. On vient déjà de l'évoquer. Déjà, la troisième, quatrième étape, si on prend en compte les étapes paraclimbing de la saison. On a eu première étape à Ketchao avec le bloc, première étape de diff et de vitesse pardon, à Wujiang en Chine, et étape de paraclimbing aux États-Unis. Donc ça y est, la saison est lancée partout. Et maintenant, on enchaîne avec du bloc à Berne en Suisse. Avec ça, eh bien, on a commencé par une compétition femmes. Compétition femmes, je vais vous montrer le classement des demi-finales juste ici. Non, pardon, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Si, c'est celui-là, pardon, on va y arriver. Avec donc, j'ai envie de dire, pas énormément de grosses surprises dans les noms en finale, quoique quand même un petit peu. Annie Sanders qui a roulé sur la compétition jusqu'ici, l'américaine première avec 99,6 points, elle avait fait un petit peu la même en qualification. Brooke Raboutou, sa compatriote qui semblait de retour à un très bon niveau. Mao Nakamura, Erin McNish, Lucille Sorel, la française, belle surprise de ces demi-finales qui prenait part à sa première finale de Coupe du Monde. Oriane Berton, qualifiée un petit peu sur le tard, après on en reparlera, mais le scénario des demi-finales était assez compliqué, il fallait souvent attendre le dernier bloc pour se qualifier. Oceania Mackenzie, l'Australienne, et Melody Sekikawa, alors que la principale surprise, bah, c'est peut-être Zelia Avzou, donc, qui était 11e et qui avait gagné, alors déjà c'était une surprise à Ketchao, mais qui là ne se qualifie pas pour la finale. Peut-être un petit peu de voilà un contre-coup, j'ai envie de dire. Elle a fait la difficulté aussi à Woodjang, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, Zélia, écoute, elle remporte sa première victoire de Coupe du Monde à Kekao. Elle enchaîne sur la diff. C'était plutôt pas trop pas. Bon, voilà, c'était correct. Là, elle est pas en finale. En même temps, elle est pas bien loin, hein. Bon, on le voit sur les résultats. Ça se joue à très peu de choses. Fallait faire un bloc.
Elle n'est pas passée à travers. Après, voilà, il y en a 2-3 qui ont fait une super demi en faisant plusieurs blocs. Les autres, elles font un bloc pour se qualifier. C'est ultra serré. On le verra aussi chez les mecs. Il y a genre 5 points d'écart souvent entre le 8e et le 15-18e chez les hommes, un peu chez les femmes pareil. Oui, c'est entre guillemets les deux surprises que c'est Io Sapala. L'autre surprise, c'est que Mio Nonaka, ça fait 2 fois de suite qu'elle elle a vraiment, vraiment du mal à s'exprimer en demi. Mais pour moi, en dehors de ça, pas de déception. Plutôt une magnifique surprise avec la présence de Lucie Sorel pour la première fois qualifiée en finale. Ça, c'est dément. Ouais, très belle surprise, hein. On le verra, mais alors je sais pas, toi Max, tu vis ça un petit peu de l'intérieur, mais l'équipe de France en ce moment de bloc, là je crois que on le verra avec les hommes un peu plus tard, mais 9 qualifiés en demi-finale. Alors j'ai regardé, c'est pas le plus grand nombre de qualifiés qu'on ait fait en demi-finale, mais pas loin quand même, donc il y a une très belle dynamique en ce moment dans cette équipe de France de bloc. Ah, c'est sûr, on est tous méga en forme. On se tire tous vers le haut. Du coup, c'est sûr qu'on progresse à des vitesses qui sont quand même assez élevées. Du coup, ouais, le niveau augmente et ça va bientôt être 5 Français en finale. Ah ouais, Titi, ah bah, écoute, on t'attend. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, parce qu'en plus, donc non seulement un niveau très élevé, mais enfin une densité de niveau très élevée, parce que là, du coup, c'est Lucille Sorel qui fait sa première finale. Alors, j'ai pas fait la stat, je voulais la faire du nombre de Français qui ont connu une finale de bloc dans les quelques dernières années, mais c'est assez énorme. On a Lucille Sorel, Zélia, Neil Meillan, Oriane évidemment, Mejdi, on doit avoir Paul, Sam Afzou, je crois qu'il en a fait une aussi, Manu Cornu. Ça, je pense que dans les nations avec la plus grande diversité de talents, on doit être très 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 bon. J'imagine qu'il y a quasiment que le Japon qui doit être au-dessus. Ouais, Bon, je pense. écoutez, sans attendre, je vous propose de voir le résumé vidéo de cette finale femme. Une finale femme dans laquelle on attendait beaucoup, vous l'aurez compris, Annie Sanders qui avait assez largement dominé, ou encore Oriane Berton. Et bien finalement, on a eu en premier Oceania Mackenzie, vous le voyez, qui sur ce premier bloc va être la seule à le toper, avec notamment cette compression sur la fin qui a posé beaucoup de problèmes. On va le voir juste après. L'autre française Oriane Berton qui va trouver la solution du premier mouvement assez tard, et derrière ça va pas la mettre très bien au temps, vous le voyez, 10 secondes, et on se dit que si elle avait eu un petit peu plus de temps, elle l'aurait sûrement eu. Derrière Oceania Mackenzie qui va enchaîner, alors que je vous l'ai dit, personne d'autre ne topera le premier bloc. Ce deuxième bloc, du coup Oceania qui va tout de suite prendre énormément d'avance. Malheureusement, là encore, ça ne réussira pas à nos françaises. On va voir Oriane essayer de mettre un gros talon comme elle affectionne pas mal la française, mais ne pas réussir à aller au bout de ce tracé. Lucille Sorel ne fera pas mieux. Il y a quelques grimpeuses qui vont réussir à revenir comme Mao Nakamura ou Annie Sanders. Derrière ce bloc 3, la dalle qui était assez extrême, et ici seul Erin McNish réussira à le toper. Et derrière sur le bloc 4, eh bien c'est déjà le moment pour Oceania Mackenzie de conclure, et avec 3 tops, la grimpeuse ne peut plus être rejointe. On voit ici le dernier run d'Annie Sanders qui va quand même réussir à s'octroyer le podium avec ce dernier top. Malheureusement, nos Françaises qui ne réussissent pas à toper ce bloc 4 non plus. Donc on va le voir avec le classement que je vais vous afficher juste là. Alors attendez, tac, voilà, on a un nouveau positionnement d'assets. Donc malheureusement, Oceania Mackenzie, grosse surprise, première victoire en Coupe du Monde pour l'Australienne. Derrière, Erin McNish et Annie Sanders qui complètent le podium. Brooke Raboutou, 4e. Ensuite, les 2 japonaises et nos 2 françaises qui ont connu une finale compliquée. Ouais, bah moi je vais commencer par Oceania Mackenzie. Un immense bravo, un immense respect pour ce qui a été capable de faire Oceania Mackenzie, évidemment, sur cette finale. C'est la concrétisation de... C'est énorme hein, de voir Oceania Mackenzie présente aux Jeux Olympiques de Tokyo sur le combiné avec les 3 disciplines. Elle termine avant-dernière de ces JO à Tokyo. Elle change tout. Elle change tout dans sa vie, elle change tout dans son entraînement. Du coup, elle se requalifie pour Paris. Elle est finaliste aux Jeux Olympiques à Paris. Elle termine 7e de la finale. Elle commence à faire des finales de Coupe du Monde. Elle arrive au bout du process. On imagine qu'il va continuer en remportant une Coupe du Monde. C'est sincèrement, c'est énorme, c'est magique. C'est encore bravo. Et sur cette finale, elle a été
honnêtement impitoyable au sens d'efficacité. On peut le voir avec les filles suivantes. Ouais. Tu as parlé d'Erin McNeese qui fait les 2 derniers blocs, Yannis Sanders qui fait aussi sa finale, mais qui sort, je pense, la plus frustrée de toutes de cette finale. Et après, derrière, tu disais les Françaises, elles ont eu du mal, mais si on regarde bien le classement, Brooke, elle est 4e. Et Brooke, avant le dernier bloc, elle est derrière Oriane et Lucille. C'est juste qu'elle trouve la solution dans le dernier bloc. Il fallait le trouver dans un bloc. Et Brooke, elle passe de la 8e à la 4e place. C'est pas impossible que ça aurait pu marcher aussi notamment pour Oriane. On l'a vu dans le premier bloc, elle est vraiment pas loin de le faire. Donc c'était, j'allais dire derrière le podium, c'était une finale quand même incroyablement serrée. Ouais. Bon, toi, Max, qu'est-ce qui te saute aux yeux un petit peu là avec ce classement? C'est forcément Henri, hein, c'est forcément la paire d'Oriane, ouais. 7e avec 2 zones, c'est rare. Je sais pas quand est-ce que elle a fait une finale aussi pauvre en score. Je pense que le fait de pas toper le 1, ça l'a un peu conditionné mentalement, ça l'a un peu mise dans un mauvais mood entre guillemets. Après, j'ai pas envie de parler pour elle, mais c'est ce qui peut arriver parfois quand tu te mets dans un mauvais état d'esprit, parce que ce premier bloc, elle devait le faire, elle était vraiment trop proche pour pas réussir. Donc voilà, peut-être un manquement de relance dans la fin de cette finale, mais ouais. Bon, on va revenir sur ce sujet juste après. D'abord, on va résumer rapidement la finale homme, et puis après on partira sur l'analyse des sujets un petit peu plus poussés. Alors, une compétition homme avec cette fois-ci, là encore, des demi-finales avec quand même quelques surprises. Alors, les non-surprises, c'est évidemment la domination de Sorato Enraku, encore une fois, dans le classement. Sota Amagasa juste derrière, Hannes Van Duysen, ok, logique. Derrière nos deux Français, Paul Jemft et Mejdi Schalk. Alors, Paul Jemft, on était content de le revoir en finale après un petit moment, quelques performances un petit peu moins exceptionnelles, on va dire, l'année dernière. Mejdi Schalk, qui, un petit peu à l'image d'Oriane, a mis longtemps pour se qualifier, mais pareil, voilà, c'était des demi-finales assez sanguinaires, on va dire, à Berne. Le Britannique Maximilian Mail, l'Israélien Adi Bark, l'Américain Colin Duffy, et la très grosse surprise, alors, on va parler Tomohana Arasaki, qui était 15e aussi, mais surtout, Do Yoon Lee, 18e du classement, et ça, c'était vraiment pas quelque chose que personnellement j'avais vu venir. Est-ce que ça vous a un petit peu choqué cette starting list de finale, ou pas plus que ça? Si tu remets le classement de la demi, c'est hallucinant, hein. Il y a 5 points d'écart entre le 8e et le 19e. Colin Duffy, il a entre guillemets 45. Et Hans Peark, non, pardon, c'est Luca Boldrini, il a 40, entre guillemets, en enlevant les essais. C'est incroyablement serré. Fallait se sauver la vie en faisant, entre guillemets, en faisant un bloc à un moment ou un autre, et en faisant les zones. De Young Lee fait partie de ceux qui ont fait les 4 zones, ils sont très peu. Il a juste manqué un top. J'allais dire presque, ça arrive. C'est un peu la même histoire pour Tomohana Arasaki. Il peut être en finale, il n'y est pas. Après, sur les finalistes, à part Adi Bark qui se qualifie, et c'est la première fois, les autres, c'est pas une surprise. Ça fait super plaisir de retrouver Paul dans cette finale. J'allais dire Mejdi, Sorato, c'est normal. On en avait parlé à la première à Kekiao. On a vraiment l'impression que c'est les deux grimpeurs les deux des 3 grimpeurs qui se déclenchent du lot avec De Young Lee pour se taper la bourre à chaque fois. Cette fois-ci, on va le voir très très vite. De Young Lee, il a été remplacé par un petit Belge. Mais clairement, pour moi, aujourd'hui, sur ces 2 premières étapes, Mejdi et Sorato, ils sont au-dessus en termes de niveau et en termes d'efficacité, surtout par rapport à ces demi, à ces finales à chaque fois. Et toi, Max, tu la sentais comment cette finale là, à ce moment-là, à la fin des demi, t'étais dans quel état d'esprit? Dans une compétition de bloc, chaque tour a son histoire, donc que tu fasses 8e en demi, ça veut rien dire sur ce qui va se passer en finale. Donc après, comme vous l'avez dit, on voit bien que Sorato et Mejdi ils sont au-dessus. Donc sans Do Yoon Lee, ça laisse la place pour ça laisse une médaille de plus bronze. grande chance d'avoir c'est ça, des podiums. Donc après voilà, comme ils sont au-dessus, on sait que ils vont finir par faire les blocs, surtout Mejdi dans un style final, c'est un des meilleurs du monde.
Donc on sait qu'il va performer, quoi. Eh ben justement, on va voir si ça a été le cas. Et en tout cas, ça partait bien pour le Français qui va directement topper le premier bloc. Eh bien, ça va partir un petit peu comme on l'avait prédit, c'est-à-dire que Mejdi qui top de manière assez facile, Sorato qui va topper d'une manière encore plus impressionnante. Je crois que c'est un flash sur son Ouais. premier bloc. Donc les deux hommes qui vont directement se décrocher du reste du peloton. Le deuxième bloc, pas de surprise non plus. Mejdi et Sorato vont tous les deux l'enchaîner. Les deux hommes sont au mano à mano. Léger avantage pour Sorato au niveau des essais. La Mejdi sur la dalle qui va réussir un sacré sauvetage sur la traversée et venir un petit peu haranguer le public avant de terminer. À ce moment-là, on est à 3 top Mejdi, 3 top Sorato. On se dit sur la dalle, peut-être qu'il y a moyen de prendre le large, mais non. Là encore, ce sera un flash de Sorato. Et avant le dernier bloc, eh ben, on est tout simplement à 3 partout et gros avantage Sorato. Tout va se jouer dans le dernier tracé et c'est à ce moment assez cruel que malheureusement Mejdi va manquer ce petit pied à une fois, deux fois et malheureusement il va être obligé d'abandonner le français. Alors je vous ai mis aussi un petit run de Paul James sur la dalle, notre autre français qui va pas démériter mais qui va être très proche de topper à tous les tracés. Et derrière Sorato Enraku qui va venir presque tranquillement, j'ai envie de dire, entériner cette victoire. Donc il va quand même mettre 2 essais, le japonais, mais trop solide tout simplement, Sorato. Et derrière, donc on s'est concentré sur le duel entre les deux hommes. Mais il y a aussi un Belge qui va surgir et qui va réussir un magnifique dernier run dans ce 4e bloc et qui va être le seul autre athlète à le topper et s'adjuger le bronze. Ça fait plaisir de voir Hannes heureux comme ça derrière donc Sorato Enraku et Mejdi Schalk. Voici le classement final. Sorato Enraku premier, 99,7 points. Mejdi deuxième et j'ai envie de dire voilà, deuxième seul au monde. Derrière une petite fracture. Hannes et Sota qui étaient au coude à coude pour le podium. On a longtemps cru que c'était Sota mais Hannes sort vraiment un run exceptionnel dans le dernier bloc. Et Adi Bark, Maximilian Mine, Paul James et Colin Duffy. Bon, attendu. J'ai envie de dire attendu. Une finale alors, deux choses dans cette finale. Le duel entre Sorato et Mejdi. Ça tourne pour la deuxième fois de la saison en la faveur de Sorato Enraku. Mejdi, il est là, il est présent. C'est super serré jusqu'à la fin. Ça joue sur le fait de pas réussir le 4e bloc pour Mejdi. Moi, j'ai vraiment l'impression. Alors bon, on peut dire que Sorato, il est un peu plus efficace sur ces 2 premières étapes, mais que ça joue à peu de choses et qu'en fonction du style des blocs qui vont être proposés, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que pour gagner face à Sorato ou à Mejdi d'ailleurs, il faut rien rater entre guillemets. Et celui qui va se retrouver avec un bloc qui lui convient un peu moins, on l'avait vu à Kekiao avec Mejdi qui avait eu du mal à rentrer dans les entre guillemets dans les sortes de bidois là, de trous là où il fallait faire un 360. Ouais. Là, ça se passe sur cette espèce de pince. Au l'essai qu'on a vu de Mejdi, je pense qu'il a la main un peu plus à droite, il met le pied, il fait le bloc. Pour pouvoir rivaliser avec ces 2 grimpeurs, il faut rien rater. Pour l'instant, c'est Sorato qui y arrive. J'ai pas trop de doute sur le fait qu'à un moment donné dans la saison, ça sera l'inverse. Voilà. Donc voilà. Après derrière, un duel pour le podium. Il tourne à l'avantage d'Hannes Van Duysen. Ça fait plaisir de le revoir avec autant d'énergie et tout ça. Des petits soucis de blessure un peu tout le temps l'année dernière. Là, il a l'air à fond. Franchement, c'est top. Et puis moi, je vais dire un petit mot sur Paul. Je pense que c'est la finale la plus frustrante que j'avais pas vue depuis longtemps d'un Français parce que sincèrement, s'il fait le 1, le 2 et le 3, il n'y a pas de scandale. C'est pas choquant. Il est incroyablement prêt. Il attrape le bac. Il touche la prise de top du premier bloc. C'est pas un bac, c'est le moins qu'on puisse dire. Pareil dans le 2, c'est le seul dans la dalle qui partait à gauche à réussir à passer la zone, à avancer dans la traversée et à pas toper. Tous ceux qui sont arrivés là, normalement, ils sont sortis. Ok, il était un peu plus à la peine dans le dernier bloc, mais sincèrement, il finit 7e. Mais si près, si loin, quoi. Franchement, il aurait été au-dessus. Il n'y aurait pas eu de scandale, ça m'aurait pas choqué. Et c'est top de retrouver Paul à ce niveau-là. Vivement la suite. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Max? Logique pour toi? Après, on voit, voilà, Mathieu, il l'a déjà dit, mais la rivalité entre Sorato et Mejdi, elle est quand même
elle est quand même ouf. Comme il dit, il y a pas d'erreur possible. Donc après, Majdi, même s'il faisait le dernier bloc, il serait quand même derrière au niveau des essais parce que Sorato, il a juste, euh, il a juste tout tué. Donc ouais, pas trop de regrets pour Majdi sur ses trompettes à mon avis. Je pense que ça va dépendre surtout du tour. Il faudrait une dalle, je pense à mon avis un peu plus dure, là où Sorato a des lacunes. Et une Sorato a cordeau des peut-être un peu lacunes. plus dure aussi. Je retiens que Sorato a des lacunes. Ah ben en dalle c'est connu. Ouais. Bon, Et, ouais. du coup, peut-être une cordeau un peu plus dure aussi. Et j'ai envie de dire aussi Paul, très proche de faire quelque chose de très grand, mais aussi il faut savoir qu'il est aussi énormément dans ses études et que du coup, forcément, il grimpe beaucoup moins. Et du coup, savoir concrétiser en bloc comme ça, c'est quelque chose qui s'apprend et si tu le perds un peu en faisant moins d'escalade, en faisant moins de blocs de Ouais. compétition, ça se perd vite. Du coup, c'est compréhensible que ça lui arrive, quoi. Études d'ingénieur, Paul, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, d'accord. Bon, écoutez, on va revenir sur cette finale homme un peu plus tard. Pour l'instant, je vous propose de passer au sujet du jour avec le premier sujet. Vous le voyez, on a rajouté un petit sommaire sur la droite. Dans la finale femme, avec les blocs qui avaient fuité. Alors, je vais enlever le classement. Je vais vous mettre. Je crois que je l'ai pas mis, mais je peux vous la remettre en direct. On a eu un communiqué de la Fédération internationale. Alors, si je vous retrouve ça. Ouais, moi je vais le lire le temps que tu le remettes, mais oui, ils ont dit qu'après un incident de la distribution internationale des images, il y a des blogs qui avaient été diffusés sur une plateforme de streaming chinoise. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le communiqué officiel de World Climbing. Et que du coup, ils avaient réagi immédiatement et qu'ils avaient décidé de changer les blocs concernés pour garder l'intégrité de la compétition. Deux choses. C'est pas malin de la part d'une plateforme de streaming chinois de diffuser les images. Mais c'est encore moins malin de la part de World Climbing de mettre en route le faisceau et de filmer les blocs pour faire un test. En vrai, ils font un test de faisceau, ils ont qu'à le faire sans filmer les blocs. Donc, sans commentaire, je trouve... Pour moi, c'est une situation, bon, ok, ça arrive, c'est déjà arrivé. Rien de dramatique. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'ils demandent aux ouvreurs de changer les blocs. En vrai, ça arrive hein, qu'il y ait des blocs qui soient visibles. Toutes les compètes qui ont lieu dehors, les gens voient les trucs. Là, je sais pas, ils ont dû penser qu'il y avait une question peut-être de entre guillemets d'injustice sur le fait qu'il y en a qui les avaient vus, d'autres pas vus. On en a discuté avec Max avant, ce que disait Max, en fait, il y a quand même une observation collective. En finale, ils ont 2 minutes pour les voir. Alors, à moins qu'on ait vu les ouvreurs grimper dans les blocs, moi, je sais pas pourquoi ils leur ont demandé de modifier les blocs. Combien de temps avant ils ont quasiment modifié ce test faisceau. Ah bah a priori le faisceau il ouvre 1 heure avant le truc, donc ils ont demandé aux ouvreurs de changer dans l'heure avant la finale. On les a vus nous quand on a récupéré le faisceau, ils venaient juste de terminer de faire les modifs. Ils ont quand même modifié les 4 blocs de finale. Alors certains beaucoup, d'autres très peu, mais ils les ont modifiés. Tu pourras les rajouter après. Miguel, il y a Online Observation, là, ceux qui font les images 3D, ils ont fait un comparatif avec la réalité, ce qui avait été fait. Moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je trouve. Encore une fois, il y a quelques années, à chaque fois, ça faisait un scandale parce qu'il y en a qui avaient vu un blog. Je trouve qu'aujourd'hui, avec les observations, les trucs, les machins, moi, franchement, j'aurais été ouvert, j'aurais milité pour pas changer les blocs. Mais bon. Surtout que ce genre de cas, ça arrive énormément en diff. Que maintenant même, on a les plans de la voix en isolement avant d'aller lire. Donc ça prouve qu'il n'y a pas forcément besoin de savoir un bloc, c'est un bloc. 2 minutes de lecture collective, ça suffit largement à connaître les méthodes, etc. Je pense que c'était pas nécessaire, mais je pense qu'ils ont été pris de court et oui, ils ont un peu paniqué et je pense qu'ils ont voulu bien faire. Du coup, voilà. En tout cas, bravo aux ouvreurs. Les blocs étaient parfois un peu particuliers. Je sais plus si c'est le deuxième, là, le bloc noir avec un départ avec une inversée, une petite inversée et puis tac tac. C'est vrai que ça faisait des blocs, on va dire entre guillemets, assez simples.
dans la façon de les grimper. En tout cas, mais au-delà de ça, bravo à eux parce que les blocs, ils ont tous marché. Ça a permis de faire une finale plutôt cohérente par rapport au classement. Donc sincèrement, si on leur a demandé de changer les blocs l'heure avant, bravo. Ah ouais, alors je vais faire. Bon, ça va être un petit peu du bricolage pour vous montrer ça parce qu'effectivement, j'avais pas vu donc c'était pas prévu, mais c'est intéressant quand même. Je vais vous montrer les différents blocs avant et après les changements, surtout que je pense que tout le monde ne les a pas vus. Donc ici, on a, hop là, le bloc numéro Ça, c'est 1. avant. Voilà, c'est avant, exactement. Alors là, il y a pas beaucoup. Ah si, il y a un gros changement sur la dernière compression en fait avec le volume qui est pas du tout le même. Ouais, il y a quand même un vrai Non, changement. en fait, je regardais depuis Ils le ont début. enlevé, Je regardais depuis le début. ils ont enlevé les volumes de pied au milieu et ils ont plus que tourné le volume de droite. Ouais, donc Sur la fin. pour voir, là, vous voyez le bloc que je vous mets juste là. Et ça, c'est le bloc final. Donc vraiment, il n'y a plus du tout le même volume à la fin. Ici, on a un volume très, Il est tourné, il y en avait un par-dessus. très déversant, en fait, très, très glissant. Alors qu'ici, on avait vraiment ouais, un volume beaucoup plus positif. Et alors, mais du coup, il y a eu une période d'observation quand même. Les grimpeurs ont pu observer les nouveaux Ça blocs. change rien, ça change rien, c'est ce qu'on disait avec Max, c'est pour ça que c'est bizarre de les avoir changés, parce que même s'il y a un grimpeur qui avait vu cette version, les autres, ils la voient pendant l'observation. Alors, Oui, l'observation, elle a été faite après les modifs, hein. C'est évident, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat. Là, ils ont enlevé 2 prises. ouais, je vois là ce bloc 2 qui est. J'ai entendu des critiques, moi, comme quoi il avait été extrêmement simple. Il y avait des gens qui s'étonnaient qu'il était extrêmement simple, mais du coup, c'était bien dû à ça, où il y avait juste un match sur le gros volume et puis un relancé épaule-main gauche. Là, il y avait clairement plus de mouvements prévus et tout machin. Ils ont tout changé. Ils ont fait du basique de basique. Après, moi, ça m'est déjà arrivé pour des raisons différentes de sécurité qu'on nous dise même pas une heure avant la finale, vas-y, change des blocs. Dans ces cas-là, ton boulot d'ouvreur, tu le fais différemment. À aucun moment, tu essayes de faire un bloc joli, classe, machin. Tu fais un bloc qui marche dans le niveau de difficulté pour qu'il y ait des grimpeurs qui le fassent. Si c'est sur basique et que ça marche, t'es content, c'est ce qu'ils ont fait. C'était sur basique, ça marchait. Bravo à eux, rien à dire. Le bloc 4, ici, pas beaucoup de changements sur le bloc 4. J'arrive pas à aller voir. Il y avait là, ça alors sur la dalle, là, plein de changements, hein. Il y avait un volume en bas sur le premier gros triangle qu'ils ont enlevé. Il y avait une prise à gauche en haut avant le top qu'ils ont enlevé. Ouais. Ça changeait beaucoup de choses. Ouais, ça a pas mal Je pense changé. que c'est ça qui a perdu aussi les grimpeurs et qu'ils n'ont rien compris à part Erin. Enfin, qu'elles n'ont rien compris à part Erin. Mais ça, voilà. Écoute. Et Lucille qui était pas loin de réussir, enfin pas loin de réussir, Lucille, qui a pas loin de passer à qui le juge a validé la zone et déjugé. Qui a été dévalidé par une réclamation. Ouais, alors ça, alors j'ai pas l'image, mais pour moi j'ai l'impression qu'elle touche bien la zone des doigts. J'ai Elle la l'impression touche, oui. Après, c'est encore une fois, c'est pas touché, une zone, c'est validé. Ouais. En fait, on a en parlé dalle, avec Max pendant en dalle c'est compliqué. On a parlé à Max pendant le direct, c'est pas ils auraient pu la laisser, mais c'est pas un scandale. Non, ils auraient pas pu la laisser. Ah ouais, tu penses pas? Maintenant, la règle, elle a vraiment changé. Ouais. C'est plus toucher la zone, c'est vraiment l'utiliser. Faut la valoriser, bouger avec. Ouais, d'accord, ok. Maintenant, c'est une galère à juger. Bon, en tout cas, eh bien, après ce petit événement, c'est donc Oceania Mackenzie qui a remporté cette finale. Oceania qui devient la première australienne, toujours confondue, athlète australien, à gagner une étape de Coupe du Monde, ou comme on l'appelle maintenant des World Climbing Series. Impressionnant, on en parlait, c'est vraiment... une grimpeuse qu'on voit dans les plus hautes sphères maintenant depuis quelques années en finale, mais jamais favori. Est-ce que c'est une surprise pour vous ou pas? Ah bah j'ai envie de dire oui quand même. C'est une surprise quand tu connais... Ouais, c'est une surprise quand tu connais son histoire. Je vais être très court, je te laisse la parole, Max. Ce qui est surprenant, c'est l'évolution de sportif de Oceania Mackenzie en
en l'espace de 5 ans, c'est stupéfiant. Mhm. Pour moi, c'est ça la plus grande surprise. Après, c'est sûr, on te donne le classement de la demi, on te demande qui va gagner, tu mets pas Océania. Elle est un peu chier. Enfin, elle était troisième à Kekao, elle a rien volé à personne. Bravo elle. Je te laisse, Max. Non, mais t'as bien résumé ce que je voulais dire. On la met jamais en favori, même si elle est quand même toujours présente dans le haut du classement. Enfin, en finale. Et donc voilà, c'est après en bloc, on le sait, chaque tour a son histoire. Ça peut convenir à tout le monde en fonction du style. Là, c'est tombé sur des blocs. Elle a eu le flow, elle a eu la sensation. Ça s'est bien passé pour elle. Et voilà. Hein. Ouais, et puis elle met vraiment une claque aux autres. Hein. On va revoir un petit peu les résumés de la finale femme. Mais d'entrée, elle est extrêmement à l'aise sur cette première compression. Alors moi, je me demande, c'est vrai que c'est une athlète qui est très très grande. Est-ce que ça a pu la favoriser un petit peu sur ce genre de profil où la prise pour compresser est assez haute. Derrière, elle enchaîne avec le bloc 2. Alors là, on va voir, c'est Oriane juste ici qui... Ouais, mais si tu fais la comparaison avec Oriane, en fait, quand elle essaye de monter le pied à gauche, elle est beaucoup moins décalée à droite sur le volume du bas. Alors oui, il y a peut-être une question de taille dans ce mouvement. Océania, c'est celle qui s'est mieux placée aussi sur la façon de pouvoir ramener sur ce premier bloc. Donc, ouais, franchement, elle n'a rien volé. Elle a tous mérité ses 3 tops. Pas choquant. Et Elle on va n'a voir. rien compris elle a rien compris dans la dalle. Dans ce bloc-là, elle n'a pas Ah bougé oui, comme non. les autres, Ouais. à part une McNeese. Elle a réussi à se reprendre pour faire le dernier bloc. Non, puis c'est très fort. Hein. Elle fait un premier run, elle tombe en prenant la prise main droite là, qu'a Annie Sanders. Elle se rend compte qu'elle va pouvoir se coincer, qu'elle n'a pas besoin de cette prise. Elle monte une deuxième fois, elle valide le bloc. Alors, sincèrement, sa finale, bon, il n'y a rien à dire. Après, il y en a une qui aurait été plus forte si Erin avait fait le bloc 3, avait fait un des 2 blocs avec le bloc 3, lui serait passé dedans. Mais sur ce que fait aussi Ella McKenzie en finale, franchement, il n'y a rien à dire. Elle fait le taf. Est-ce que pour vous, elle peut s'instaurer dans le top mondial de manière durable? Quand je dis, quand je dis le top mondial, je parle on va dire, des 3 meilleures filles au monde. Moi, je pense que c'est à voir. Hein. C'est à voir. Je pense que le Max. bloc, Là, tu te mouilles. Ouais, non, mais le bloc, c'est quand même une discipline très aléatoire. À part quand il y a une réelle domination tout le temps, comme Ionia, comme Sorato, comme Mejdi, où là, on peut dire que pour le coup, ils vont rester dans ce top. Là, j'ai l'impression que les classements, ils bougent quand même énormément. Il y a toujours des changements, donc je pense que c'est possible, mais je pense que c'est aussi possible que ça arrive pas. Pour moi, là, sur une porte ascendante, Max l'a dit tout à l'heure, qu'il allait faire les 2 disciplines dans la saison. C'est le cas d'Oceania McKenzie. Hein. Elle est sur le podium à Kekao, elle est 5e ou 6e à Bouillon en Andif. Là, elle gagne. Elle fait les 2. Dans les 2, elle est en finale à chaque fois pour l'instant. Ouais, d'ailleurs, tu considères ça comme étant les 8 meilleures du monde ou les 3 premières. Et en tout cas, elle est présente et sacrément présente, quoi. Ouais, bah justement, regardez, là, le classement général de la Coupe du Monde, hein, après deux étapes. Oceania McKenzie, première, parce qu'effectivement, elle avait pris le bronze à Kechao. Première, deuxième, Zelia Havzou. Donc Zelia, on l'a dit, qui a fait une moins bonne performance, mais qui est toujours là au classement et qui va avoir l'occasion de refaire des belles perfs cette année. Annie Sanders, qui, elle, est beaucoup plus régulière, mais qui n'arrive pas à vraiment avoir ces quelques derniers tops en finale pour vraiment remporter les compétitions. Et Oriane 5e. Alors Oriane, justement, je vous propose d'en parler. Malheureusement, pardon, hop, on va aller là. Pas une bonne finale le week-end dernier. Alors, j'ai envie de dire sa plus mauvaise finale depuis qu'on la suit, ce qui est toujours étonnant quand on voit justement Oriane. On parlait des dominations un peu sans partage, tu disais Max, Mejdi, Sorato, etc. Oriane, elle fait clairement partie de ces athlètes là. Quand on la voit, on se dit bah voilà, elle est au-dessus. C'est en dessous Oriane, il y a une fracture avec le reste du monde. Et là, étonnamment, elle a pas su le montrer sur cette finale, et on l'a senti vraiment en difficulté sur les blocs, quoi. Allez, ça vous laisse sans voix. Vas-y. On n'a pas l'habitude. Hein. Non, mais moi le constat, il est même sur les 2 premières étapes à Kekao et à Berne. Alors à Kekao,
c'est un peu différent dans le sens où elle arrive dans le dernier bloc, elle peut gagner la compétition. Donc bon, c'était quand même un peu différent. Mais c'est vrai qu'en termes de résultats, c'est évidemment pas les places qu'on attendait d'Oriane en finale. Et là, à Berne, ouais, même en demi, hein, on a senti elle avait un peu plus de mal à se mettre dedans. J'allais dire, elle se sauve. Bon, c'est pas vraiment un sauvetage parce que le dernier bloc de la demi, c'est ce qu'elle fait le mieux. Et bon, voilà. Ouais, puis Il quasiment n'y tout avait le pas monde se sauve sur spécialement, le dernier bloc il y avait en pas demi. spécialement de surprise. Oui, encore moins Oriane, il n'y avait pas spécialement de surprise qu'elle le fasse pas. Ouais, la finale, c'est un peu plus surprenant, mais je crois que Max l'a dit un peu tout à l'heure. C'est aussi lié à la réussite de ce premier bloc. Tu l'avais remontré sur les images, elle est quand même très très près de le faire. En dehors du fait que si elle et Mackenzie réussissent ce bloc, je pense qu'Oriane, c'est celle qui monte le plus de fois là-haut, là, qui est vraiment pas loin de mettre le pied gauche sur le gros volume rouge pour pouvoir ramener les deux mains. C'est même la seule qui monte à ce dernier Ouais. move. Ouais, Je on pense peut que revoir un petit peu tous ces runs. je pense que si elle valide ce bloc, sa finale elle est complètement différente et qu'on n'a pas le même, qu'on n'a pas la même analyse. Donc moi, ouais, voilà, elle est présente dans les deux finales. J'y vois pas de choses particulières. Oui, c'est vrai que de retrouver Oriane 5e et 7e sur des finales, c'est pas habituel. Bon, je suis pas. Ouais, je suis plutôt pas inquiet et confiant pour la suite de la saison. On reverra Oriane, j'en ai pas le moindre doute, sur des podiums de Coupe du Monde de bloc. Ouais. Et puis Max, te laisse la parole, mais et c'est pas moi, c'est toi qui as lâché une bombe pendant le commentaire que tu étais avec nous chez Eurosport en plein direct. Quand on parlait d'Oriane, tu nous as dit qu'elle avait que ça pouvait être un peu compliqué pour elle aussi en ce moment, qu'elle avait eu une petite commotion à l'entraînement sur une mauvaise chute. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou pas trop, ou ce que tu as envie, quoi? Bah, je vais te dire ce que je sais. Après, j'ai pas eu, j'ai pas toutes les nouvelles non plus. Mais ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'avant la Chine, elle a fait une mauvaise chute sur le dos, sur le cou, et donc elle a fait une petite commotion. Et après, s'en est suivi des courbatures, des effets un peu mauvais pour ce qui est de l'entraînement, pour ce qui est mental aussi, parce qu'au final tu te dis que t'es pas forcément en forme, que t'es pas très bien. Puis t'as peut-être pas envie de retomber non plus. Ouais, aussi, ouais. Du coup voilà, c'est un peu, je pense que c'est un mélange de tout ça qui fait que elle a peut-être pas performé à son plein potentiel, parce qu'on sait qu'à ce niveau-là, si t'es pas bien dans ta peau, si t'es pas à 100%, performer, c'est compliqué. Donc voilà, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça, notamment ce début de saison qui est un peu moins. Un peu en dessous. D'ailleurs, je reviens sur ce que tu disais. C'est vrai que tu parlais peut-être qu'elle est sortie un petit peu de sa compétition après ce premier bloc. C'est vrai que là, on la voit notamment sur le bloc 2 et 3 avoir des réactions un petit peu d'agacement à la fin. Alors, on me dira, c'est normal, c'est pas quelque chose à laquelle elle est habituée, mais oui, on l'a senti un petit peu éprouvée. Et d'ailleurs, tu parlais d'une mauvaise chute à l'entraînement. Là, on va le voir sur le bloc 4. Elle reprend une chute assez violente. Bon, j'imagine que tu as dû avoir des nouvelles après ça. Tout le monde le sait, que comme tout le monde a regardé HBO Max ce week-end sur Eurosport avec Max Berton, c'est à ce moment-là que Max il nous a balancé la commotion de sa sœur quand il a revu ce truc. Il a fait oula, ça recommence. Ouais, j'espère que. Donc voilà, moi, non, qu'est-ce que j'ai à dire? Je vais pas revenir sur ce qu'a dit Max. C'est sûr que ce genre de choses, ça aide pas. Je pense que. Bon, comme tout athlète, quelle que soit la raison, quand on commence à être touché un peu dans son intégrité physique sur une mauvaise chute, ça aide pas. Ça dépend des gens, mais parfois il faut un peu de temps pour se remettre. Alors physiquement, premièrement, et deuxièmement, effectivement, dans la capacité à s'engager pleinement. Ça peut paraître surprenant, mais faire ce que font les grimpeurs aujourd'hui en finale, ça demande un engagement énorme dans le mouvement. Ouais. Si d'une manière ou d'une autre, physiquement ou mentalement, il y a une limite, même minime, ça change tout, parce que la limite entre j'ai le niveau de faire le bloc et je mets aussi l'engagement nécessaire pour le faire, elle est infime. Si tu as beau avoir le niveau de faire le bloc, si tu t'engages pas dans le mouvement comme tu dois pouvoir le faire pendant une finale de Coupe du Monde, il se passe rien. Ouais.
Et d'ailleurs, on parlait de mauvaises finales de la part d'Oriane. C'est vrai que j'ai fait les statistiques un petit peu de toutes ces finales. Voilà, ça c'est toutes ces finales de bloc, ou en tout cas depuis Salt Lake City en 2021. Il doit peut-être en manquer une ou deux au début. Mais voilà, alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est assez exceptionnel quand même. Oriane ne finit quasiment jamais en dessous de deuxième lorsqu'elle est en finale, donc c'est vraiment exceptionnel, surtout dans une période où on sait il y a une Slovène blonde au grand gabarit, je sais pas si vous voyez, qui participe. Et là, c'est vrai qu'elle fait 5e et 7e d'affilée, donc c'est deux moins bons placements en finale, entre guillemets. Alors, elle a fait des performances hors finale entre-temps. Bon, comme tu dis, Mathieu, en plus, la 5e place de Kechao, je la mets un peu à part parce qu'elle fait pas une mauvaise finale. Hein. Elle est, d'ailleurs, jusqu'au dernier bloc, on pense qu'elle va gagner, enfin, que c'est elle qui joue la gagne face à Yania. Et puis, bon, bah, au final, il y a Oceania Mackenzie qui lui passe devant, qui gagne la Coupe du Monde. Ici à Berne, il y a Zelia donc, qui fait ce dernier run exceptionnel, et il y a Yania devant elle, donc c'est pas une 5e place choquante, mais c'est vrai qu'en tout cas sur ces finales, plus que la position, c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'impression qu'elle était autant passée au travers des blocs. Donc, Ouais, c'est le cas, tu peux le dire, c'est le cas à Berne, peut-être aussi bien sur l'état de forme que tu l'as dit un tout petit peu sur l'attitude, bien que bon. Voilà, maintenant à Kikiao, encore une fois, je le redis, elle arrive dans le dernier bloc. Si elle fait le bloc rapidement, elle gagne la compète. C'est elle qui a fait le moins d'essais avant. Bon, à partir du moment où elle fait des runs, c'est Zelia qui peut gagner et puis Oriane. Mais elle a toutes les cartes en main dans la finale de Kekao pour potentiellement remporter la compète. On aurait pu avoir, ce qui aurait été un événement incroyable, on en a parlé, deux athlètes devant Yania Garnbret dans une finale. C'est pas arrivé depuis 2017-2019 en fonction des disciplines. Là, et Zelia et Oriane auraient pu le faire. Zelia l'a brillamment fait en remportant la compète. Ouais, bah, on va attendre jeudi prochain pour voir Oriane avec la tête à l'endroit, les commotions dissipées et le retour sur le podium. Ouais, Max d'ailleurs à ce niveau-là, pas de pause prévue pour Oriane, elle est là, elle va faire toute sa saison, il n'y a pas de souci. Non, ouais, je crois pas. Je crois qu'elle est, Ok. elle est déterminée à se rattraper. Super, bah dans tous les cas, on lui souhaite un bon rétablissement si c'est pas encore fini, et puis de revenir, mais on se fait pas trop de soucis pour ça non plus. Allez, on va passer au prochain sujet. Alors, un petit sujet, un petit peu rigolo que je nous ai mis pour faire une petite pause dans cette analyse. C'est une petite statistique. Annie Sanders a utilisé 13 fois son sac à magnésie pour repoffer pendant un bloc. Alors là, vous allez me dire, mais Miguel, mais tu es un jeu, enfin, c'est du grand journalisme ce que tu nous proposes. Mais en fait, c'est un sujet que je voulais aborder de manière un petit peu plus profonde, c'est que c'est vrai que Annie Sanders, c'est presque une diffeuse, même en bloc. Alors on l'a vu déjà en diff, elle a un style de grimpe extrêmement lent, où elle met énormément de temps, elle se met très très mal au chrono en grimpant de manière statique quasiment tout le temps. Et ça, elle le fait aussi en bloc. On va le voir sur le premier bloc, là où tout le monde fait une coordination. Elle s'arrête avec le pied sur la prise de main, de manière très intelligente d'ailleurs, et elle va venir complètement stater ce mouvement en se baissant très loin et allant chercher la prochaine prise de main. Alors à peine un stat, un petit dynamique sur le dernier mouvement. Mais voilà, elle refuse complètement la méthode des ouvreurs, et un petit peu de la même façon sur le dernier bloc, mais moins flagrant. Plutôt que d'aller faire une coordination main gauche, main droite, elle va venir mettre la contrepointe pour vraiment éviter au maximum ces mouvements de coordination. Donc, et ma question en fait avec ça, c'est: est-ce qu'on peut réussir à rester au meilleur niveau du bloc mondial en grimpant de cette manière? Ou alors est-ce qu'on est trop conditionné au bloc? Moi, je pense que, ouais, moi, je pense que ça dépend beaucoup de ce que les ouvreurs ouvrent. Si, là, cette étape, je dirais que c'était plus, c'était pas de la diff déguisée. En tout cas, je pense surtout à cette demi où les blocs étaient très longs, très physiques. Donc c'était des blocs qui étaient basés sur des capacités de diff. Donc c'est pour ça que je pense que elle performe en temps. Annie, c'est clairement une diffeuse, que ça soit dans son style de grimpe et dans ses manies. Par exemple, comme tu dis, le sac à pof, c'est euh, c'est une manie des diffeux. Dès qu'il y a un repos, tu mets la main dedans. Et on voit qu'elle s'est complètement adaptée à son style. Dès qu'il y a une cordeau, elle essaye de le faire.
pas pour gruger, juste parce que je pense qu'elle sait elle-même que s'il y a une cordeau, il faut qu'elle l'essaye en stade d'abord, sinon elle a des doutes sur si elle fait ou pas. Donc je pense que Annie c'est vraiment une diffeuse, et je pense elle est capable de performer énormément comme ça si les blocs lui conviennent. Si ça commence à être vraiment du bloc avec des poussées de canne et des trucs où c'est plus électrique, je pense qu'elle a beaucoup plus de mal. Ouais. Et toi, Mathieu? Bah, c'est marrant parce que tu as montré 2 images quand même où il y a un des 2 blocs où elle a pas son sac à Manisi. Oui, ah bah, alors justement, parce que tu sais que c'est le seul run. C'est le seul run. En fait, je l'ai mis pas. Donc c'est assez marrant. Attends, Non, je l'ai su juste parce que c'est intéressant, mais je l'ai mis parce que en fait ça va un peu plus vite, donc c'est pour gagner un petit peu de temps d'image qu'on peut vous passer, parce que c'est la deuxième fois qu'elle fait le bloc et il lui reste plus beaucoup de temps, et c'est le seul run de toute la compétition où elle a enlevé son sac à puff, c'est quand il lui reste plus énormément de temps, et je me suis demandé, est-ce qu'elle sait que Repofé, elle a un petit toc et ça lui fait perdre un peu de temps, et est-ce qu'elle a pas enlevé son sac pour se dire allez là je m'empêche de repoffer, ou simplement pour grappiller de manière optimale quelques grammes, voilà. Après, bon, sur le fait qu'elle grimpe comme, entre guillemets, une spécialiste de difficulté, Max l'a dit, je vais pas revenir là-dessus. Moi, ce qui me sidère chez Annie Sanders, c'est cette capacité qu'elle a, Max l'a dit, à refuser de faire les méthodes des ouvreurs. Alors, ça, c'est une chose, mais ce qui est sidérant, c'est la capacité, elle, à décider la méthode qu'elle veut faire et ce qu'elle veut faire. On a vraiment l'impression qu'elle dit, allez tous vous faire voir là. Moi, vous m'avez proposé un bloc, j'ai envie de le faire comme ça, je le fais comme ça. Ouais. Et quand tu disais, est-ce que ça peut marcher en bloc? Bah, théoriquement, non. Sauf qu'avec Annie Sanders, bah, ça marche. Elle a cette qualité immense, cette force de jamais douter de la méthode qu'elle s'imagine faire. Là, on le voit sur les compètes. Tu as montré les extraits où elle fait jamais de la vie, les ouvreurs, ils ont prévu ça. Moi, pour l'avoir vu 2-3 fois s'entraîner, c'est pareil, c'est totalement sidérant. T'as des blocs, tu te dis, mais tu la vois essayer un truc, tu te dis, mais ça marche pas, quoi. Et elle est unique là-dedans. On pourrait aller un tout petit peu comparer avec Aimori, mais Aimori, elle est encore ce que plus. j'avais envie de te dire, j'avais envie de comparer. Ouais, mais en dehors de la taille, Aimori, elle sait pas faire autre chose que de faire de la diff. Annie Sanders, elle sait un petit peu faire autre chose. Elle a beaucoup fait de progrès dans les mouvements entre guillemets dynamiques. Si tu lui proposes une cordeau avec 5 étages, bon bah c'est sûr, tu oublies quoi. Mais elle sait le faire. Elle est pour moi, si tu compares avec Aimori, elle sait faire 1000 fois plus de choses. Après, Aimori est probablement plus forte encore en Rising, en capacité à rester sur le mur et tout machin. Mais moi Annie Sanders, franchement, il y a ouais, en 2023, 2024, quand elle est arrivée, il y a des fois, tu te dis, mais c'est pas possible de grimper comme ça, elle va pas s'en sortir. Elle est unique, en tout cas, dans sa capacité à décider ce qu'elle fait. Moi, pour moi, vraiment, ça m'impressionne. Et je suis passé très vite de c'est horrible comme elle grimpe, ça avance pas, c'est lent, à je suis assez impressionné quand même par cette capacité à faire ça. Je me rappelle de toi en train de pester, en train de dire mais elle fait n'importe quoi, Annie, j'en ai marre. Ah mais elle a fait. Non mais si on reprend la finale de Diff l'année dernière à Séoul, c'est une horreur. Hein. C'est horrible. C'est tout ce qu'il faut pas faire. Maintenant, là, quand tu la vois grimper dans certains blocs, cette capacité à réinventer le monde, son monde, à chaque bloc, chaque essai, c'est très très fort. Max, je te pose une petite dernière question. J'ai une question, moi. Les gens pourront répondre après dans les commentaires. Ouais. Il y a une star du bloc qui a pris sa retraite depuis un petit moment, qui n'a jamais fait un run sans son sac à magnésie. Ah, je l'ai pas. Et pourtant, elle ne grimpait pas comme Annie Sanders. Hein. Ah non, bah dites-nous en commentaire si vous l'avez. T'as un petit indice sur la période un peu sur la période. C'est un peu des années 2010 ou des années 2000, quoi. Ouais, ça s'est terminé. Ouais, avant 2010 et jusqu'à 2010. Allez. Ok, d'accord. Et toi, du coup, alors Max, j'ai une dernière question pour toi avant qu'on passe à un autre sujet, parce que je vois qu'on prend quand même pas mal de temps pour l'émission. On va passer un petit peu à l'analyse de cette finale homme. Et toi, justement, en tant qu'athlète bloqueur et diffeux, comment tu concilies les deux? Parce que toi, justement, t'as quand même plus un style où... Alors, moi, j'ai l'impression que t'as plus un style de diff, mais tu grimpes pas non plus comme un diffeux en bloc.
Comment tu te définirais Ouais, Ouais. ouais, je pense que je suis assez polyvalent là-dessus. J'ai pas totalement un style d'e-feu parce qu'on voit que les styles d'e-feu c'est quand même assez lent, enfin, c'est quand même différent. Où on voit pour le coup, quand on regarde par exemple Toby grimper en bloc, on voit qu'il Ouais. essaye de tout stater. Là, on voit que c'est un style qui est dominant d'e-feu. Et moi, j'ai l'impression que je me suis pas assez spécialisé dans une seule des disciplines pour avoir vu mon style changer. Et donc je pense que c'est en faisant les deux que mon style il se complète. Parfois, je fais moins de div, du coup, je fais plus de bloc, du coup, je deviens un peu plus dynamique. Puis après, je repasse un peu en div, je redeviens un peu plus stat. Mhm. Et ça fait des petits rebonds comme ça. Mais comme je me suis jamais vraiment spécialisé dans une seule discipline, j'ai jamais un style qui a dominé. Ok. Et donc, je pense que ça c'est expliqué comme ça. Ok. Ouais, moi je suis pas trop d'accord de dire que Max, enfin, me permet, même si Max est là, mais je trouve que la capacité de Max, c'est quand même, ouais, c'est une vraie force. Après, évidemment, il s'adapte en fonction de la discipline, mais cette capacité qu'il a à s'engager dans son run, que ce soit en diff ou en bloc, cette notion d'engagement dans le mouvement, dans la continuité des mouvements qu'il va faire, évidemment encore plus en diff, pour moi, elle est assez remarquable. Les runs de Max, quand il a été performant sur des Coupes du Monde de diff, ils sont assez dingues. En fait, t'as un peu l'impression que, en fonction de la manière dont il commence, dont il démarre dans la voie, euh, t'arrives un peu à savoir déjà si ça va aller loin ou pas, quoi. Donc moi, pour moi, c'est pas vraiment un style diff ou bloc. C'est un peu pareil en bloc d'ailleurs, hein. Quand il s'engage dans les blocs, tu sens que quand ça part, ça part. Non, moi j'ai plus l'impression qu'il fait de la diff moderne. C'est pas trop Mhm. le seul, mais ça marche. Oui, c'est vrai qu'on a. Non, parce qu'après, c'est vrai que tu as pris l'exemple de Toby Roberts, qui est le diffeux, je veux dire, ultime profil voilà, acide lactique qui va être en difficulté dès le début dans la voie. Alors, Toby, pas forcément, mais comme des Jesse Grupper, Toby, et qui vont dans l'endurance réussir à aller tellement loin, tellement loin, tellement loin. Mais c'est vrai que ça, c'est même plus tant la diff moderne, comme tu dis. Alors, Est-ce que tu veux qu'on demande à Miguel, à Max, est-ce que si on te, si tu veux, tiens, tu restes avec nous trop longtemps et que tu as besoin de faire quelque chose, si tu veux qu'on discute 5 minutes avec toi et qu'on te libère après, si tu as besoin de bouger, ça sera sans problème, Max. Ouais, je suis chaud. En fait, je me suis un peu blessé au dos. Du coup, Ça marche. putain, on en a. faut que j'aille faire une récup kiné là à Karma. Ouais, Et Ça du roule. coup, si voilà, ouais, pas de Tu souci. réécouteras, Max, ce que j'ai dit sur toi sur la div. J'ai vu que tu n'avais pas écouté, mais comme ça, tu sauras ce que j'en Non, mais pense. je suis désolé, j'étais Euh, justement en train de parler de Il ça. n'y a Il aucun problème. y a pas de souci. Juste, Max, voilà, c'était un plaisir d'être avec toi samedi sur Eurosport et avec le journaliste Guillaume Claret. Franchement, félicitations parce que c'était une première et tu as été au top. C'était vraiment un plaisir de t'avoir pour avoir ton avis technique un peu différent du mien et de celui du journaliste. Donc, c'était vraiment un bon moment. Je te souhaite que tu reviennes pas de la saison. Ça voudrait dire que tu fais toutes les compètes et que tout se passe bien. Donc, même si ça m'a fait plaisir que tu viennes, franchement, si tu reviens pas, ça me fera encore plus plaisir. donc, donc voilà. Moi, ce que je voulais juste savoir, c'est si sur des doubles compètes, là où il va y avoir du bloc et de la diff, je crois que c'est le cas à Prague et à Innsbruck, en tout cas, un Innsbruck et truc comme ça. Prague, ouais, exactement. Euh, on te verra sur les deux à chaque fois. Tu essayes justement de voir comment c'est possible de gérer ces deux disciplines en 4 jours, entre guillemets. Et tout d'abord, merci beaucoup pour ton message. C'était un plaisir d'avoir fait ça avec vous. Pour les disciplines, c'est encore en discussion pour Prague. Ok. Je sais pas encore si je vais réussir à concilier les deux. C'est quand même assez compliqué et j'ai quand même pas mal de mal à faire ça. C'est notamment pour ça que j'ai pas fait Berne. C'est parce que je sais que si j'avais eu 3 compètes d'affilée, ça aurait été compliqué pour moi à la troisième. Donc voilà, on va voir avec l'état, avec ma forme surtout. Si je me sens mal, ça sert à rien de faire les deux et de trop forcer. En tout cas, voilà, je suis inscrit pour les deux et on va voir sur le moment. Et Innsbruck, normalement, je fais que la difficulté. Ok. Ouais, tu passes C'est vraiment ce en qui se mode diff. présume en tout cas pour le moment. Très bien. Ok. Ok. Tu l'as dit tout à l'heure, Max, je m'excuse, Miguel, juste une dernière chose. C'est vraiment
pour toi un peu une sorte de test pour voir si c'est possible potentiellement Ouais. de faire 2 disciplines à Los Angeles en 2028, même si c'est pas demain matin, mais après-demain. Ouais. C'est ça aussi l'objectif? En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, j'ai participé à une seule Coupe du Monde, c'était Prague, parce que j'avais pas participé aux sélections, j'avais juste fait les championnats de France et sur ce critère-là, ils m'avaient envoyé à une seule Coupe du Monde. Et du coup, j'ai vraiment bien aimé. Je suis passé aussi très proche de passer en finale à cette compétition. Donc, je savais que c'était possible pour moi de faire du bloc aussi. Et donc, cette année-là, je me suis dit que j'avais envie de faire la saison de bloc, juste pour mon amour pour la discipline, quoi. Et aussi pour voir si c'était possible de faire la diff et le bloc aux Jeux Olympiques. Ouais, écoute, on espère que ça, hein. On espère que ça en tout cas. Est-ce que Moi d'ailleurs, aussi, j'espère. à plus court terme, du coup, les championnats d'Europe, t'envisages de faire ça en bloc et en diff aussi? Parce qu'on rappelle, du coup, il y a les championnats d'Europe, je peux remettre très rapidement le calendrier de la saison pour les spectateurs. On aura qui seront les compétitions les plus importantes de la saison, on va dire, en Europe, avec un championnat d'Europe qui est coupé en deux, donc qui sera en Espagne, à Barcelone pour le bloc mi-juillet, et qui sera fin août pour la difficulté et la vitesse à Laval. Donc, est-ce que Ouais. tu envisages de faire les deux? Et bah dans le meilleur des mondes, oui. Après, il faut encore que je me qualifie, mais j'aimerais bien participer aux deux. Ok. Ça aussi, si t'es qualifié, oui. Ouais, ça dépend moins de ta forme, on va dire, comme les événements sont un peu plus Ouais, c'est espacés. ça. Ok, bon, trop bien. Ça va être Si génial. Max il est pas qualifié, l'équipe de France, elle va être sacrément forte, hein, parce que putain, Ouais, s'il y c'est a tous clair ces quand gens-là même. qui arrivent à te passer devant, ça va bien se passer, quoi. Ah, eh ben, je crois qu'on Et a parti! perdu Max. Eh ben, merci. Merci Max pour ta participation. Non, bon, écoute, il a dû avoir, je suppose qu'il a fermé sans faire exprès, mais on va continuer de toute façon la fin de ce sujet sans lui. C'était super de Ouais, l'avoir. on le remercie, et même si ça a été un peu radical la sortie de Max, c'était top qu'il soit là, c'était top qu'il soit Il vient sur Eurosport ce week-end, et c'était un plaisir. il vient d'envoyer un message comme quoi son Ouais, ordi s'est voilà, éteint. c'est arrêté. Je lui réponds juste un petit pas de souci. Et nous, on va continuer donc avec le dernier sujet de cette émission. Sorato Enraku est-il intouchable? Et pour ça, on va repasser sur le classement de la finale homme que je vous laisse ici. Donc pour rappel, ça fait un moment, alors, je te laisse répondre à Max qui demande s'il peut revenir Allez, d'ici 5 minutes, mais je te laisse répondre allez. pendant ce temps. On va revenir un petit peu sur la compétition homme. Donc oui, on a passé beaucoup de temps sur la compétition femme aujourd'hui, simplement parce qu'il y a un peu plus de sujets. Chez les hommes, j'ai envie de dire, il y a un sujet, mais un gros sujet. C'est Sorato Enraku. Sorato Enraku qui vient de remporter sa deuxième Coupe du Monde de la saison, et toujours avec une domination extrême, on l'a dit. Seul Mejdi Schalk, Do Yoon Lee à Kechao a semblé pouvoir l'atteindre aussi. Mais au bout du compte, au classement général de la Coupe du Monde, ça donne Sorato premier avec 2000 points, déjà 500 points d'avance sur Mejdi Schalk, 900 points d'avance sur le troisième, Hannes Van Duysen. C'est simplement un peu déprimant, hein, Mathieu. Est-ce que Sorato est touchable cette année, ou est-ce qu'il va remporter tranquillement la Coupe du Monde de bloc? Ouais, en même temps, bon, alors je trouve pas ça déprimant, d'abord. C'est un Japonais qui gagne des Il compétitions, ça me est, déprime. ouais, alors, bon, on peut faire la comparaison avec Yann Garnbret qui est systématiquement première ou deuxième. J'allais dire que c'est presque encore pire, parce qu'elle est beaucoup plus souvent première que deuxième. La différence, c'est que Yanya, en ce moment, depuis quelques années, on la voit moins souvent. Donc, du coup, on a l'impression que ça peut tourner un peu. Sorato, il est partout. Donc, c'est vrai qu'il prend beaucoup de place. Maintenant, pour le coup, il n'est pas toujours même en finale. C'est pas nouveau. On le rappelle, il est arrivé à 16 ans sur le circuit de la Coupe du Monde. Il a remporté dès la première année de classement général de bloc et de diff. C'était jamais arrivé, ni chez les hommes, ni chez les femmes. Lui, il l'a fait à 16 ans. Et depuis, il a gagné le bloc tous les ans, c'est ça? Oui. Et la diff, juste, il l'a pas gagné l'année dernière. Donc, c'est le plus fort du monde. Est-ce qu'il est intouchable? On a vu qu'il avait pour moi, il y a deux failles chez Sorato. On se demandait vraiment quand il est arrivé au début, là, qu'est-ce qui allait pouvoir le faire tomber, qu'est-ce qui allait pouvoir le perturber dans son escalade.
au final, on a vu que les événements méga importants, notamment les qualifs pour les JO, ça l'a fait déraper un peu. Ça avait été le cas à Berne en 2023. Donc on s'est dit, c'est bon, c'est possible. Entre guillemets, je vais mettre beaucoup de guillemets, ça a été le cas aussi au JO à Paris, où, alors, qu'il n'est pas performant, mais on l'a vu grimper différemment. Et là, cette année, alors c'est vrai que sur les 2 premières étapes de bloc, il n'a pas beaucoup ouvert la porte, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Non. Maintenant, quand tu regardes sa finale à Wuyang, là, de diff, puisqu'il fait les deux, évidemment, ce garçon, j'ai été incroyablement surpris. À aucun moment on l'a vu grimper dans ses qualités les plus fortes, qui sont les qualités de mouvement, les qualités de relâchement. Dès le début de la voie de finale, il est pas dedans. Alors, il a toujours est-ce été un qu'il a peu décidé de se plus... mettre plus sur le bloc que la diff? Je sais pas. Ouais. Ça va dépendre des choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, les deux seuls qui peuvent le battre à la régulière, sans discussion en bloc, c'est Mejdi et De Gigli. Ouais, évidemment. Alors après, c'est vrai qu'en diff, on l'a toujours senti un petit peu plus friable, quand même si c'est pas voilà, c'est friable de type acier, corrosion de l'acier, mais c'est un peu friable quand même. Et justement, tu disais qu'il n'était pas toujours en finale. C'est vrai qu'il n'est pas toujours en finale. Alors en bloc, ça fait depuis 2024 qu'il n'est pas sorti du podium, tout simplement. Donc c'est quand même une sacrée domination. Non, c'est en diff qu'il a plus d'irrégularité dans ses, entre guillemets, dans ses résultats. Non, en bloc, c'est assez remarquable. Non, c'est fou. Après, quelque chose que tu as dit aussi, tu disais Yania, c'est même encore plus déprimant dans un sens parce que lui, il est toujours là alors que Yania elle part de temps en temps. Moi, ça, je trouve pas. Je trouve que pour le coup, c'est vraiment un super truc. Et d'ailleurs, en ce moment, je le dis, moi, ce qui me. Alors, ça dépend. Le circuit féminin est quand même hyper cool en ce moment. On voit beaucoup de nouvelles têtes émerger et on a un gros noyau dur, on va dire, de 7-8 grimpeuses qui se challenge. Donc, c'est cool aussi. Mais c'est vrai que. Quand le circuit masculin, en fait, je trouve que ça fait 2-3 ans que c'est un peu le seul circuit où j'ai l'impression qu'il manque jamais personne. Alors c'est pas vrai, de temps en temps il y a des absents, mais en fait quasiment toutes les coupes du monde, t'as la line-up que tu voudrais voir avec notamment Sorato, Mejdi, Doyoun, mais t'as aussi Hannes, Sota, etc. Et j'ai l'impression que ça m'a fait cet effet-là aussi parce qu'on a toute l'ancienne génération qui est un peu partie du circuit compétitif maintenant, ou qui diminue de Jacob, Adam, Alex Megos, etc., qui eux étaient quand même plus forts en diff et en bloc. Ils sont naturellement moins présents, mais parce qu'ils étaient moins bons aussi et qu'ils ont plus leur place dans les premières places. Donc à chaque fois, moi j'ai l'impression de vraiment qu'on a une grosse compète à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Alors que quand Yania est pas là, mais je peux pas m'empêcher de me dire, bah c'est cool de voir les autres compétiteurs se battre, mais il n'y a pas Yania, quoi. Ouais, je pense que c'est lié à deux choses. C'est lié à la réalité, ce que tu as dit. C'est lié aussi à Yania. C'est qu'en fait, c'est une athlète. Et si elle n'est pas là, ça change tout. Ce qui est, entre guillemets, c'est un peu le cas de Sorato, mais malgré tout, moins le cas chez les hommes. C'est-à-dire que tu te retrouves avec une finale de Coupe du Monde avec la liste que tu as sous les yeux, là, sans Sorato, avec Doyoumi en plus, Tomoe Narazaki, machin. Si Sorato n'est pas là, ta finale, tu l'as quand même. Alors que parce que Sorato, c'est le plus fort de tous, mais il n'y a pas cette impression, en tout cas, d'archi-domination comme il peut y avoir chez Yania Garnbrett. Et c'est vrai que la densité derrière chez les hommes, elle est plus importante. Parce qu'en fait, ce qui manque des grimpeurs, oui, tu vois, regarde à Berne, bon, évidemment, on va faire plaisir à Max, il était là avec nous, il y était pas, même si c'est pas forcément le plus habitué des finales. Toby Roberts, il est pas là. On va en parler 2 secondes après. Et en fait, c'est pas que tout le monde s'en fout, c'est que on rappelle, Toby Roberts, c'est quand même le champion olympique en titre. Alors, il a quand même pas la même forme en bloc. Non. Il a amorcé une descente depuis l'année dernière aussi, donc c'est pour ça qu'on l'attend moins. D'accord, mais tu vois, entre guillemets, il en manque. Et ça fait pas la même impression. Pour terminer sur Toby, il a fait une publication juste après Berne là, qui est assez honnête, un peu terrible, un peu triste, et on lui souhaite le meilleur, en disant qu'il était retombé dans la blessure qu'il avait eue l'année dernière, qu'il avait éloigné pendant longtemps, et que là, il allait prendre au moins 6 semaines de repos pour se remettre. Et donc, en l'occurrence, on le verra pas
pendant un bon moment. Ouais. Donc il va rater toutes les compètes, je pense au moins jusqu'à cet été. Donc on le verra peut-être en septembre-octobre. On lui souhaite le meilleur en tout cas pour se remettre. Et on le verra ni en bloc ni en diff. Ouais, peut-être au championnat d'Europe, mais bon, on se dit que sans préparation, ça risque de toute façon d'être un peu décevant. Donc bon, on verra, on lui souhaite le meilleur. Il y avait Diane Akhtar aussi. Mais comme tu dis, effectivement, c'est vrai que c'est surtout, j'ai l'impression, parce que chez les filles, il y a les 8 grimpeuses pour faire une finale quand même assez hype, on va dire, même justement avec maintenant Erin McNeese, Annie Sanders, Oceania qui sont un peu plus récentes, on va dire, sur le circuit. Mais ce qu'il y a, c'est que chez les hommes, il y en a presque plus de 8. Tu vois, là on a. Donc, comme tu dis, on n'a pas Tomoe Narasaki, on n'a pas un ou deux finalistes où on se dit ah c'est leur première et ils vont repartir Fanny jusqu'à ce qu'ils gagnent un petit peu d'expérience, un petit peu comme ce qui s'est passé avec Lucille, même si Lucille fait quand même une super compétition et elle est extrêmement solide en ce moment sur le circuit. Bah là voilà, elle prend sa claque sur la première finale sans démériter, mais en fait on la suit un peu moins. Alors que chez les hommes, tu vois, il y a un Colin Duffy qui est là, qui prend sa claque, mais Colin Duffy, il a déjà remporté des Coupes du Monde, et tu sais que voilà, il est pas là pour faire figurant, quoi. Non pas que Lucille ou qu'une nouvelle finaliste chez les femmes aurait été là pour faire figurante, mais tu sens qu'il y a un gap qui n'a pas encore été franchi, quoi. Ouais, mais c'est évident qu'il y a une densité plus importante chez les hommes que chez les femmes. C'est franchement en train de changer. Là, on a aujourd'hui effectivement, tu peux remplacer des finalistes femmes par d'autres et te retrouver avec des finales super intéressantes et voilà. Donc voilà, t'as plus tout le temps en disant de toute façon il y en a 5 des filles là, quoi qu'il arrive, elles vont être qualifiées en finale, ça peut jamais changer. C'est beaucoup moins le cas qu'avant. C'est vrai que chez les hommes, t'avais l'impression que les 3 plus forts, ils allaient tout le temps être en finale. On s'en est rendu compte que De Jong Lee il est passé à travers. Et derrière, c'est pas 6 places qui restent. Ils sont 15, t'as l'impression. Tu sais pas qui c'est qui va y être, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est chaud. Hein. Je pense que rentrer dans ces finales, c'est assez impressionnant. Et puis, il y a Dibar qui fait sa première finale, qui débarque, qui n'a jamais fait. Il a été présent, il tient la route et il termine 5e de cette finale. Bon, après, le classement est serré, mais ouais, et on le voit, c'est rigolo. Ils étaient quoi? Ils étaient 4 avant cette finale à avoir remporté une étape de la Coupe du Monde. Attends, je réfléchis. Et ils font. Oui, ils étaient 4. Hein. Il y avait les 2 premiers, le 4e et le 8e. Ouais. Donc, tu vois, comme quoi, c'est pas parce que tu as gagné une Coupe du Monde que tu fais pas. Que tu es forcément au-dessus des autres. Après, encore une fois, on peut en parler. Si on parle en termes de podium, il n'y a que Adibar qui n'y était pas. Colin Duffy et Maximilian Mainz qui étaient tous les deux en finale. Moi, je kiffe. Hein. C'est des grimpeurs super excitants à regarder. Il se passe toujours quelque chose. Maintenant, c'est pas les deux. Hein. Encore pire, Colin Duffy. Encore pire. Ouais. C'est tout sauf des grimpeurs réguliers, quoi. Colin Duffy, il est capable de. Des fois, tu sais même pas qu'il était à la compète. Il se qualifie pas en demi. Tu te dis, mais il était où? Et puis après, il a fait ce qu'il a déjà fait. Sur un week-end, il gagne 2 fois de suite à Innsbruck en 3 jours. Là, tu fais, vas-y, il sort d'où, lui? Non, on est quand même sur des profils de grimpeurs très différents. Ça rajoute à ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire que tu as l'impression que ils sont là. Et d'ailleurs, s'ils sont en finale, c'est normal. S'ils sont pas en finale, je te passe ce petit rien. Moi, j'ai dit, j'étais en train de regarder la finale, je me suis dit, mais en fait, moi, chaque finale, j'ai envie de Sorato, Meijdi Doyoun, et derrière, je veux 5 Maximilian Main pour le spectacle, parce qu'il a apporté le spectacle, Maximilian, notamment sur ce bloc 2, qui avait une cordeau, vous le voyez ici. Et une cordeau qui permettait de repartir en arrière, ce qu'ont fait les athlètes largement, avec Maximilian qui est reparti 2 fois sur le même et qui se permet même de faire un petit signe au public avant d'y retourner et de finalement réussir cette coordination. Alors pour toi, ça vaut 10 ou ça vaut 30 points sur la zone? Moins 25, parce que s'il fait pas la zone, il repart jamais dans le bloc. Non, c'est une blague. C'est pas le seul, on l'avait vu là. Il y a un grimpeur qui avait fait ça il y a pas si longtemps, c'est assez rigolo. Il y en a d'autres qui l'ont fait en finale après lui. C'était le premier à le faire. Non, qu'est-ce que ça vaut? En vrai, même si ça peut paraître bizarre, c'est vrai que tu restes plus longtemps dans le bloc. Je pense que c'était pas une mauvaise idée, hein, quand on voit à quel point c'était serré au niveau des essais là, dans ces blocs et tout machin. D'être capable de pas taper de run, de faire plusieurs fois ce mouvement pour le comprendre, sans que ça compte un essai, c'était top. Après,
Le problème derrière de Max, c'est qu'il enchaîne pas le bloc et qu'il le valide pas. Mais non, c'était pas une si mauvaise idée. Après, bah ouais, il faut oser faire ça, hein, faut s'envoyer. Moi, juste pour terminer sur Maximilian Miles, Ouais. c'était pas son coup d'essai, ce qu'il a fait en demi. C'est magique. Alors, je vais pas parler de la célébration du premier bloc. S'il y en a qui veulent la voir, ils iront la chercher tout seuls. Ils iront chercher sur Instagram. Mais Ouais. mais ce qu'il a fait dans le dernier bloc de la demi, c'est lunaire. Donc on le rappelle, il est avant. Alors, il arrive dans le dernier bloc de la demi, il fait la zone, il est qualifié. Donc il sait qu'il est qualifié. Il le sait. En plus, il l'a dit en interview après, il le sait. Et donc ce dernier bloc, c'est une espèce c'est une cordeau en dalle avec 2 étages. Premier étage où on s'arrête sur. C'est dur de s'arrêter, mais une fois qu'on est arrêté, on a un bac dans la main, et après, il y a un deuxième étage. Et donc, il essaye malgré tout de faire le bloc. Il part à 20 secondes de la fin, il rate le premier étage. Il repart, il réussit le premier étage. Là, il regarde le chrono. Il reste 4-5 secondes, je crois. Franchement, en vrai, potentiellement, ça suffit pour faire le dernier mouvement. Mais là, il regarde le chrono, il se dit, de toute façon, je n'ai pas le temps. Donc, il s'arrête au premier étage, et au lieu de sauter, de se barrer, il se tourne vers le public et il fait j'essaie quand même ou pas le bloc. Et du coup, tu as tout le monde qui fait bon, alors là, le public réagit. Ouais. Du coup, il tente la deuxième partie. Il a réussi. Mais genre 5 secondes en retard. Bon, il a la décence, il met une main dedans, il ramène pas l'autre main. Il ramène pas le main, il fait. Il tapote là. Mais non, mais il est complètement barré. Après, c'est juste dément à regarder. Ah ouais, c'est trop bien. C'est magique. Je suis pas sûr que ça doit être aussi drôle à coacher ou à machin, mais non, c'est dément. On parlait de lui et de Colin Duffy. Max, ce côté exubérant, cette façon de jouer avec le public, on l'a vu, la manière dont il a été capable de s'exprimer à la PCL, à la Pro Climbing League qu'il avait remporté. Bon, c'est magique, on a besoin de personnalités comme ça. Et à l'inverse, Colin Duffy, c'est vrai qu'il n'est pas du tout dans cette exubérance, etc., mais on a aussi besoin de grimpeurs comme ça. Et puis, t'as l'impression qu'il est tout coincé dans sa boîte, et quand il sort, c'est magique aussi, quoi. Ouais, moi surtout, je trouve la force de ça, c'est qu'on sent que du coup Maximilian Mann, il s'amuse, quoi. Tu sens qu'il est pas du tout pris par l'enjeu, il est pas du tout stressé, il est libéré. Peut-être qu'il faudrait qu'il le soit un peu plus, ça je m'y connais pas assez. Je pense qu'il l'est, hein. C'est sa manière à lui de s'exprimer, je pense qu'il l'est. Ouais, je pense qu'il est stressé, c'est sa manière de s'exprimer, mais non, c'est top. On avait vraiment, et ça a été quand même le cas, puisque au dernier bloc, on le rappelle, il y a 2 grimpeurs qui se jouent la victoire, 2 grimpeurs qui se jouent le podium, ça se joue, voilà, les 2 Japonais qui passent à la fin. Sota Amagasa, s'il fait le bloc, il est 3e, lui, bah, malheureusement, il n'y arrive pas. Sorato, il fait le bloc, il gagne. Bon, bah, malheureusement aussi, lui, il y arrive. Je nous remets juste les comparaisons, mais je dis Sorato pour terminer. Donc, non, c'était une super belle finale, mais sur le papier, avant la finale, moi, je kiffais d'avoir à commenter ça, que des grimpeurs sympas. Si l'image qu'on vient de voir, là, on peut en parler 2 secondes, mais sur le bloc d'avant de Sorato, sur la dalle en traversée, là, avec les volumes noirs et gris, donc il y a eu, c'est pas une polémique, mais là, vous allez voir, au moment où ils terminent tous les 2 le bloc, Sorato, il touche la main gauche, là, hop là, on le voit pas très bien sur cet angle, mais il touche la ligne noire à gauche, pardon. Ah, il touche la ligne noire avec la main gauche, là, hop là. Ah oui, d'accord, ouais, effectivement. Donc là, l'équipe de France a posé réclamation en disant qu'il avait dépassé la zone interdite. Ouais. Bon, ça a été revu à la vidéo, ils ont décidé que non. Il n'y a pas de scandale, c'est juste pour dire qu'il y a eu un petit... Regarde, il vient juste à gauche là de Sorato. Il y a eu un petit moment de... Ici. Hop là, ouais, voilà. D'accord. On n'est pas sûr que le doigt touche quand même. Hein. Non, mais sur cet angle-là, on ne voit pas. On va faire confiance aux juges de regarder. C'est juste qu'il y a des gens qui en ont parlé. Bon, pour moi, il n'y a rien de choquant à ce qu'une équipe fasse une réclamation là-dessus. Sachant que ça n'aurait... Si elle avait été... Allez, en imaginant qu'il avait dépassé la ligne noire, on ne lui aurait pas annulé son bloc. On lui aurait redonné 2 minutes pour qu'il puisse refaire le bloc. Et sincèrement, ça aurait sûrement suffi. Voilà. Donc, en gros, voilà, de dire ça n'aurait pas été juste. Oui, non. Le but de la réclamation, les coachs, les équipes font leur taf. L'équipe américaine l'a fait plusieurs fois contre la France et l'équipe allemande aussi sur ces compètes. C'est eux qui ont fait, entre guillemets, fait enlever la zone à Lucide Sorel en finale et tout machin. Il n'y a pas de scandale, c'est le boulot de chacun, ils le font. Les juges, après, font leur boulot derrière. C'est pour ça que la vidéo est utilisée. Donc, pour moi, ça fait partie du jeu. Ok.
Bon, écoute Mathieu, je te propose qu'on s'arrête là pour cette analyse et ce débrief de Berne. On a mis pas mal de temps aujourd'hui, 1h15 d'émission. J'espère que vous avez apprécié ça. C'est à cause de Max. Exactement. J'espère que vous avez apprécié ça. On essaiera maintenant d'avoir des invités très régulièrement dans l'émission, genre à chaque fois. Donc voilà, on va vous préparer encore ça pour la semaine prochaine pour Madrid. D'ailleurs, à ce propos, je vous montre une dernière fois le calendrier de la saison. On se retrouve dès cette semaine, dans 2 jours en fait, puisqu'on publie l'émission un petit peu tard, mais dès ce jeudi en Espagne à Madrid, puisqu'on aura du bloc et de la vitesse. Et attention, puisque le bloc ne sera pas le week-end, mais sera bien le jeudi, vendredi. Jeudi, vendredi ou jeudi, vendredi, samedi? Non, c'est ça. Les qualifs jeudi. Ouais. Les demi et la finale femme vendredi. Ouais. Et les demi et la finale homme samedi. Voilà, donc et le dimanche, c'est réservé à la la deuxième étape de Coupe du Monde de vitesse. Voilà, très bien. Donc, on se retrouve à Madrid ce week-end. Nous, comme d'habitude, on reviendra normalement le lundi. J'espère si cette fois-ci, on n'a pas... Ça finit samedi, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, on sera là au plus tard lundi. Ouais, je pense qu'on sera là. On essaiera lundi, surtout si on veut retrouver un invité de qualité. Merci à vous, encore une fois, d'avoir suivi cette émission Parlons peu, parlons grimpe. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Mathieu. Ciao. Salut Miguel. Salut à tous.